Ouais. Alors, donc déjà, je me présente, je m'appelle Fabien Giraud. Donc, je me suis lancé dans une aventure il y a 3 ans sur la robotique. On va parler aujourd'hui d'une étape en fait de cette aventure. Donc, c'est un robot qui utilise donc des caméras d'Intel en fait, qui fournissent des informations 3D, soit comment dire, des structures 3D, donc ce sont des nuages de points, et soit une position dans l'espace. Donc ce sont deux caméras qui sont la T265 et la D435. Et D435i, hein, c'est la même chose, il y a une unité en plus. Et donc, je vais vous montrer ce que, en tous les cas, on a réalisé sur la base de ces deux caméras sur un robot. Alors, comme je l'ai expliqué à Pascal tout à l'heure et à Hélène plus tôt dans la semaine, donc le robot a un petit souci sur la carte contrôleur, mais bon, j'ai promis d'envoyer des vidéos la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais on verra au moins, en tous les cas, ce qui est en rapport avec les caméras, c'est la partie constitution en direct de la partie cartographie sur la base des deux caméras. Même si elles ne sont pas sur le robot, on verra quand même avec des choses qu'on mettra sur le sol, la représentation des obstacles qui sont observés. Donc l'objectif du logiciel de cartographie, c'est de pouvoir faire de l'autonomie de déplacement en utilisant cette capture 3D. Donc ça, c'est le sujet. Donc je ne sais pas si vous posez les questions après, pendant, etc. Après tout, n'hésitez pas ce sera peut-être plus vivant pendant la présentation. Donc, quand on s'est lancé, il y a de ça un petit moment, on cherchait à faire un robot qui visait plus l'horticulture, les jardins. Évidemment, donc on a réalisé ce robot, hein, qui ressemble pas du tout à Youku, c'est le robot que vous avez vu sur le slide précédent. Celui-là s'appelle Ortusia. Quand on a fait ça, donc on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait faire pour faire la partie déplacement, et on avait pour objectif de mettre pas mal d'intelligence artificielle dans ce qu'on a réalisé. Donc on a fait beaucoup de tests sur l'identification, des choses qui n'ont rien à voir avec le déplacement, hein, mais l'identification des plantes, les identifications de nos cibles en fait, hein, pour pouvoir éventuellement faire de l'arrosage, du repiquage, de la destruction d'herbes non, comment dire, voulues. On va pas parler de mauvaises herbes à chaque fois, mais on l'a dit quand même, ça fait toujours polémique dans les discussions un peu écolo de nos jours. Mais bref, la gestion d'un jardin d'un système horticole, en fait. Voilà. Et donc, donc, on s'est posé la question de l'autonomie dans ce contexte-là pour pouvoir gérer le déplacement de notre robot et voir ce qu'on pouvait faire. Ce qui fait que, à partir de là, on s'est dit comment l'autonomie. Déjà, c'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup sur la partie intelligence artificielle, parce qu'on s'est dit comment on identifie nos cibles, et quelles sont nos cibles. Alors, on verra tout à l'heure, il y a des parties sur l'identification des types de plantes, hein, un pissenlit contre éventuellement une tomate, ou ce genre de choses. Ensuite, on s'est posé la question, évidemment, si le robot se déplace, on va devoir éviter des obstacles. Ensuite, et je reviens dans le détail de ce que j'ai mis là. Ensuite, il faut pouvoir bénéficier d'une carte qu'on réalise et de pouvoir se repérer dans cette carte, d'avoir le positionnement du robot à chaque fois. Et ensuite, de calculer un chemin pour se déplacer dans cette carte. Donc, sur la partie évitement des obstacles, on a essayé, puisqu'on était parti intelligence artificielle, hein, donc on y allait fort, on s'est dit, tiens, il existe des algorithmes de deep learning qui permettent, à partir d'une photo, de reconstituer les cartes de profondeur, c'est-à-dire la distance à laquelle se trouvent les différents points sur la photo. C'est des choses qui étaient faites sur la base de, en fait, la Kinect, hein, autrefois, et principalement, c'était des données d'apprentissage qui avaient été faits sur la base. Il y avait deux types de datasets. Il y avait un dataset en extérieur, principalement dans le milieu urbain, sur des routes, en fait, dans les villes. Et puis un autre en intérieur, principalement sur des living rooms, des trucs comme ça. Donc, alors ça marchait un peu, mais ce n'était pas suffisamment précis pour notre problème. Et à l'époque où on cherchait ça, donc on s'est dit, est-ce qu'il y a un équivalent de la Kinect qui soit utilisable? Donc il y en avait. Et à ce moment-là, Intel a sorti la D435,
qui permet de faire une reconstitution 3D en fait, hein, par nuage de points de l'environnement qui est autour. Et on a eu du mal à l'époque, parce que c'est un grand succès, à acheter la caméra en question. On l'a fait venir des États-Unis quand elle est sortie. Et depuis, bon, on est resté sur ça. On en a acheté une deuxième qui est la D435i. Voilà. Et ensuite, donc on a beaucoup travaillé pour la partie cartographie, puisque quand on a un robot, la problématique est assez fréquente, dont on parle beaucoup, c'est la notion de SLAM. Hein. Donc j'ai mis ce que veut dire l'acronyme. Grosso modo, ça veut dire comment à la fois se localiser et se retrouver dans un mapping, c'est-à-dire une carte. Et on a utilisé donc un article qui était sorti en 2016, là, qui venait de l'Université de Madrid, sur l'orbe SLAM. Donc c'est un algorithme qui utilise les points orbes. Hein. C'est des points qui sont calculés sur les images et qui permettent d'avoir, par rotation, par translation, etc., des points relativement stables en termes de caractéristiques, et de recalculer à partir de l'évolution de ces points le positionnement. Donc c'était très bien. Un souci quand même qui nous arrivait fréquemment, c'est-à-dire la focale des 435 qu'on utilisait est assez longue en fait, et ça fait que quand on tourne, les murs n'ont pas beaucoup de points caractéristiques, et on perdait le positionnement. Et donc ça a été l'année, je crois, d'après. Finalement, Intel a continué. Ils ont travaillé avec Bosch sur un composant qu'ils ont mis dans la T265, et qui leur a permis en fait de fournir une solution assez intéressante pour faire l'équivalent du SLAM, en fait, de donner la position du robot par rapport à sa position initiale. Et donc ça a été pas mal. Et derrière, on a des solutions qui sont à des tarifs pas trop chers. Donc et puis après, évidemment, bon, je vais rentrer dans le détail du fonctionnement. Donc, dans cette idée d'obstacle, notre idée, c'est de savoir à peu près autour du robot ce qui se passe en termes d'objets qui se trouvent autour, et comment ça fonctionne. Donc, la D435 fournit deux types d'informations, c'est ça qui est intéressant. Soit une image 2D dans laquelle on a une profondeur, c'est-à-dire à quelle distance se situe le point. Donc, il faut refaire des calculs, parce qu'une image, évidemment, c'est pas dans l'espace repositionné. Mais le fait que ça fournisse une image 2D, ça permet de faire des filtres de vision, en fait, hein, et éventuellement d'améliorer certains éléments de ce qu'on voit. C'est changer le contraste, etc. Identifier les contours. Et quand on identifie les contours, on peut extraire des choses, en fait, de cette image. Donc, éventuellement, on peut extraire une chaise, n'importe quoi de ce qui est autour, et pouvoir éventuellement, si on associe l'image au positionnement dans l'espace du nuage de points qui correspond à la chose qu'on extrait, on peut trouver sa position dans la pièce. Et puis un autre point qui est super intéressant par rapport aux images, c'est qu'on peut utiliser du deep learning, hein, enfin de l'intelligence artificielle, pour pouvoir identifier des objets qui sont autour, et donc de ces objets prendre des décisions, en fait, hein. Si on identifie par exemple un pissenlit qu'on ne veut pas garder dans notre jardin, eh bien on peut décider de le supprimer. Ou si on identifie un pied de tomate, et au contraire de l'arroser. Voilà. Donc ça, la partie image reste intéressante. Et après, on a avec ça le nuage de points, justement pour pouvoir savoir à quel endroit ça se situe autour du robot. Alors, quand on a eu ça, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on utilise comme approche pour décider comment le robot va se déplacer. On a beaucoup parlé à l'époque de voxels, hein. Enfin, c'est des pixels en 3 dimensions. Et en fait, on s'est plutôt posé la question, mais finalement, on a un robot qui est sur des roues. Donc, on peut à peu près identifier des tailles caractéristiques. En fait, les roues ont une certaine taille, etc. Qu'est-ce que veut dire un obstacle pour le robot? Ça veut dire qu'il a une surface qui n'est pas suffisamment lisse pour que ses roues passent dessus. Et on s'est dit, tiens, peut-être que si on regarde sur le nuage de points le sol, c'est ce que vous voyez sur l'image qui est à côté, peut-être qu'on peut faire quelque chose là-dessus, et se demander quel est le facteur de dispersion, en fait, de la surface à chaque endroit du plan,
c'est-à-dire du sol, et découper le sol avec des petites surfaces. Et à partir de là, savoir si une surface est roulable ou pas. Alors, ce que vous voyez là, je ne sais pas si vous allez voir ma petite, comment dire, Ici, on la voit. vous la voyez? Bon, mon petit curseur, voilà. Ici, par exemple, vous avez donc donc là, vous avez un ensemble de petits carrés. En fait, c'est des quads, hein. Et ici, alors, faut faire attention parce qu'il y a une partie comment dire, de différence entre les deux caméras, la partie, comment dire, la partie comment dire, 3D et la partie image en tant que telle en couleur, hein. Ce n'est pas les mêmes caméras qui agissent. Donc ici, vous avez le carré du sol commence en fait sur la zone où on peut rouler. Et en fait, il y a un ensemble de points ici qui sont dans la surface, qui sont en fait sur la partie du bureau qui est devant. Donc l'image est un peu trompeuse, mais c'est ça qui se produit. Et donc là, ici, ça dit au robot, ben non, il y a d'un seul coup, la surface monte. Et donc, on ne peut pas rouler par là. Donc, il y a un obstacle. Et ici, vous voyez qu'il y a différents points à ce niveau-là qui font à peu près la même chose. Donc, on commence à voir apparaître ici la surface à partir de laquelle on a une frontière qu'on ne peut pas dépasser. Donc, voilà. Et donc, tout ce qui est ici, là, on a une surface libre. En fait, c'est de la moquette, hein, c'est dans mon bureau. Et ça indique au robot qu'il peut passer par ce chemin-là, que c'est tout à fait disponible pour le déplacement. Donc ça permet d'avoir en fait une surface et de pouvoir générer, donc là c'est ce que vous voyez, à partir de la caméra, la D435 d'Intel, on peut générer ici donc une carte dans laquelle en vert on a les zones libres, c'est-à-dire celles où on peut se déplacer. Et puis vous voyez qu'ici il y a des obstacles qui se trouvent, et puis il y a des zones qui sont inconnues parce qu'elles ne sont pas vues de la caméra, elles sont orange ici. Et après, il y a d'autres informations qu'on peut mettre par rapport à l'objectif, la target ou l'origine en fait, du déplacement. Et puis des zones de risque dans lesquelles le calcul montre que c'est un peu plus gros que le type d'obstacle qu'on peut accepter, mais ce n'est pas complètement un obstacle. Donc on peut peut-être rouler dans certaines conditions, en allant moins vite, ce genre de choses. Ici, l'exemple en question, c'est dans un grand hangar. Il y a une chaise qui est devant, une sorte de chaise de plage, un truc en bois, ou les trucs qu'on trouve comme sur les parcs à Paris. Alors, je crois qu'elles sont plutôt en fer, mais là, c'est une chaise en bois. Et donc, ici, il y a la chaise en dessous, il y a des choses sur lesquelles on peut voir une surface lisse. Donc, il y a des parties vertes et des parties rouges qui correspondent au corps de la chaise. Et puis, vous voyez ici, c'est pour ça que je parlais de l'aspect contour, en fait, tout à l'heure, des choses qui restent des anomalies qui sont en fait à la surface de la chaise, qui se projettent derrière, qui se créent dans la carte. Et puis, plus évidemment on va loin de la caméra 3D, moins la précision est bonne, c'est-à-dire qu'on a une précision de 2%. Donc, au bout d'un certain temps, un obstacle qui a 5 cm, ben, finalement, je veux dire, une taille, allô, une taille type de 5 cm, en fait, ben, ça commence à être dans le niveau de précision de la caméra. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Donc ça, c'est une seule prise, c'est-à-dire le robot étant… Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Il y a quelqu'un qui veut poser une question, c'est ça? Non, je crois qu'il y avait quelqu'un qui a oublié de couper son micro. Ah, Vas-y, d'accord, continue. ok, je continue. Donc ici, on voit qu'en fait, bon, ça c'est pour une prise à une position donnée. Et évidemment, la problématique, c'est que le robot va après se déplacer. Et c'est ce qu'on va parler ensuite. Mais le point intéressant ici, c'est que ici, on voit que si on restait qu'à un endroit donné, on n'allait pas explorer la carte. Ici, on s'attendrait à ne pas pouvoir déterminer de chemin de déplacement. Donc, il va falloir prendre ça en compte dans le calcul de cartes et de déplacement. Donc ça, c'est une seule prise sur la D235 en termes de surface 3D qu'on peut récupérer avec la caméra elle-même. Alors, la question du robot, c'est qu'un robot, c'est mobile. Toute la problématique, si on veut commencer à faire une carte, à renseigner ce qui est autour, à pouvoir face à un objectif, je veux dire, je vais aller… je sais pas, à 10 mètres devant moi, un peu à gauche, etc., ben, il va falloir commencer à faire un référentiel et à pouvoir regarder où j'étais avant, où je suis maintenant par rapport à ça, et où je peux recomposer les choses entre elles. Donc, je vais avoir besoin de régler la problématique qu'on évoque généralement, qui s'appelle le SLAM,
Et donc, il y a des algorithmes, il y a plein de manières de faire. Et l'avantage de la T265, c'est qu'elle ne va pas fournir de nuages de points. Par contre, elle va à une fréquence assez forte, hein, puisqu'on est sur 200 positions par seconde. Elle va nous indiquer non seulement où je me trouve par rapport à où je me trouvais avant, enfin, c'est-à-dire à la position d'origine, à partir du moment où j'ai mis en route la caméra, je l'ai mise sous tension ou en tous les cas sous acquisition. Et elle va nous fournir non seulement cette position, c'est-à-dire un vecteur de translation par rapport à cette position d'origine, mais aussi un quaternion qui en fait, ça fournit les rotations, c'est-à-dire comment a tourné la caméra, comment a tourné le robot sur tous ces axes en fait. Et donc on peut créer à partir de là une matrice de passage, une matrice de calcul qui permet de prendre les nuages de points qui sont fournis par la D435 et les mettre dans le même référentiel que celui du début du déplacement du robot. Donc, à partir de là, on peut composer par une transformation affine, cette matrice de passage dont on parlait tout à l'heure, toutes les compositions de points ensemble, en fait. Et il y a un autre point intéressant sur la T265, c'est qu'en fait, ça l'aide pour faire pour assurer son calcul de positionnement. Elle contient une centrale inertielle, et cette centrale inertielle, elle donne aussi en fait les accélérations et une accélération particulière qui est la gravité. Et donc, elle permet d'avoir toujours le vecteur de rotation qui fournit la verticalité. Donc, si on veut regarder des choses qui sont par rapport au sol, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant dans les différents calculs que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, à partir de ça, donc on peut faire… alors ça, on l'avait fait avec le SLAM lui-même à l'époque, hein, pas avec la T265, mais le truc qui est intéressant, je vais peut-être vous passer un petit bout de film. On peut agréger tous les nuages de points ensemble. Et là, je vais vous montrer mon bureau. Donc ça, c'est mon bureau avec les nuages de points qui ont été extraits de la D435 et qui sont associés avec cette fois-ci l'orbe SLAM, mais on peut faire la même chose avec la T265. Et on peut, à partir de là, reconstituer une pièce dans laquelle on peut se déplacer. Et on peut faire ça sur des grands volumes, en fait. Hein. Bon, là, c'est mon bureau, mais si j'avance un petit peu, je vous fais sortir du bureau. Bon, là, il revient dans le bureau. Vous allez pouvoir voir, là, on va sortir par le couloir qui est juste à côté du bureau. Et là, il y a une grande pièce. Et vous voyez, on a associé tous les nuages de points. Donc, en fonction de la distance à laquelle on se trouve, hein, quand on prend les nuages de points sur la D435, on a évidemment des précisions qui ne sont pas les mêmes. Donc là, il y a plein de prises qui ont été associées hein, pour faire ça. Ça a été reconstitué sur un logiciel que j'ai fait qui utilise de l'OpenGL hein, pour faire la représentation 3D. Mais voilà, ça donne une idée de ce qu'on peut faire et de la puissance du sujet. Alors, je vais essayer de revenir à la présentation. Je crois que le petit film est arrêté. Voilà. Donc, on était à peu près là. Donc, évidemment, si on prend le principe qu'on vient d'évoquer, on peut faire la même chose par rapport aux informations qu'on a pu extraire des surfaces du sol. Et donc, ici, on voit que… Alors, c'est à nouveau, c'est bien parce que ça fait l'association. C'est encore le bureau que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, il y a le bureau. D'accord. Ici, il y a le couloir de tout à l'heure. Et là, il y a la grande pièce. Et donc, tout ça a été associé avec un déplacement de robot. Hein. C'est quand le robot s'est déplacé que j'ai créé cette carte-là. On a une petite question justement sur ta caméra. Elle a quel tarif exactement? Elle est à quoi? Tu dis tarif, c'est ça le prix? Ouais, Alors, évidemment, c'est moyennement accessible enfin, c'est très accessible quand même pour monsieur tout le monde, mais ça reste moyennement accessible pour des projets de petits coûts. C'est environ 200 €, entre 160 et 200 € sur les D435 et T265 en fait. Ok, d'accord. C'est quand même quelque chose qui aujourd'hui, du point de vue de la robotique, à mon avis, hein, sur un certain nombre de projets peut-être un peu sérieux au sens où il faut commencer à avoir de l'algorithmique un peu importante, ça commence à être quelque chose d'accessible et de toute façon, hein, vu ce qui est derrière, ça va, les prix vont ne faire que baisser en fait. Hein. Pour être concret, ça va faire que baisser. Quoi. Ok, bon, ça va. Non, c'est pas si excessif que ça non, pour certaines cams. Ouais, oui.
Et donc, La précision d'une telle caméra, c'est… c'est 2% à peu près. D'accord, merci. Donc, ça pose des soucis sur une certaine distance. Après, il y a un certain nombre de filtres que vous pouvez mettre d'origine, c'est-à-dire éventuellement prendre plusieurs vues pour composer, comment dire, par moment, vous avez des variations à la fois temporelles et surfaciques du calcul comment dire, des points 3D, quoi. Ça se voyait tout à l'heure sur ce que je vous ai présenté. Plus c'est loin, plus on voit des sortes de presque des paraboles qui se craquent, qui peuvent aller jusqu'à 20 cm quand on est à 6 mètres ou quelque chose comme ça, quoi. Mais ça, sur quelque chose, sur 1 ou 2 mètres, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici sur la création de la cartographie. C'est qu'en fait, le robot, en l'occurrence, il va jusqu'à peu près là. Et vous voyez qu'après, ici, pour une problématique de précision, en fait, il dit qu'il y a des obstacles, mais en fait, il n'y en a pas. Alors, derrière ça, ça veut dire que quand on veut conserver une carte qui est la carte des choses qui sont relativement fixes, parce qu'en fait, on a deux problématiques. On a des objets qui peuvent se déplacer, par exemple un chien ou quelque chose comme ça qui viendrait devant le robot, il faut quand même qu'il s'arrête. Donc, ce qui est proche, eh bien, ça va être l'élément de vérité. En fait, donc le chien, on va tout de suite savoir qu'il y a quelque chose devant le robot, qu'il y a un chien et qu'il faut qu'il s'arrête. Par contre, à grande distance, on va garder que l'information la plus valide, c'est-à-dire que le robot s'étant déplacé à un endroit donné, ici, s'il regardait à partir de là, la partie du couloir qui est ici, bah, il verrait globalement que des points rouges. Et donc, en fait, on conserve la notion de la carte, ce qui était le plus statique et le plus proche du robot au moment où il est passé. Voilà. Donc, après, il y a plein de stratégies j'ai mis dans le calcul de la cartographie. Je crois que j'ai 2 ou 3 stratégies différentes, mais celle que j'utilise le plus, c'est celle-là, parce qu'elle me donne une cartographie à la fin. Excuse-moi, tu parlais d'agriculture au départ? Alors, l'objectif qu'on avait initialement, oui, c'est de l'agriculture. Là, Ça ne doit pas être faisable avec cette caméra. On est bien d'accord? Pour les points fixes. Dans quel sens c'est pas faisable, en fait? En fait, le SLAM, bah, tu peux pas prendre des points fixes sur un champ, tout va se ressembler. Alors, en fait, comment dire, la caméra elle-même, la T265, ne prend pas en compte juste la partie SLAM, c'est-à-dire les points différenciants, mais aussi le comportement par rapport à la centrale inertielle, en fait. Au déplacement. Au déplacement. Donc oui. ça corrige un certain nombre de points. Ça corrige pas tout, hein. Mais quand on avait travaillé sur l'Orb SLAM, on avait des choses qui étaient relativement similaires, mais suffisamment différentes en fonction des principes de localité, en quelque sorte. Et on pouvait quand même calculer des positionnements, en fait. Donc, si tu as quelque chose qui est suffisamment différenciant, oui. Même si ça se ressemble, tu vas avoir des points qui vont permettre de faire ces calculs-là. Mais on est d'accord, un champ, ça semble compliqué quand même, parce que c'est très ressemblant, en fait. Oui, c'est vrai. Okay. C'est vrai. Après, moi, je ne l'ai pas essayé dans un champ, on l'a essayé en extérieur. Là, devant chez nous, sur la partie jardin, il y a quand même des choses qui sont très différenciantes, en fait, hein, dans un jardin. Je pense que sur la partie horticulture sur laquelle on travaillait, on doit pouvoir faire des choses, mais on ne l'a jamais essayé dans ce contexte-là. Par contre, à côté du bureau, sur les parties où il y a comment dire, il y a du vert, hein, si c'était notre objectif, on a eu de très belles représentations, hein, quand même. Voilà. Et c'est quoi la différence entre la D435 et la D435i, comme tu as acheté les deux? La différence, c'est rien, c'est juste une centrale inertielle en plus dans la D435i. La différence de prix n'est pas fondamentale. Je ne sais pas s'ils font encore la D435. À l'époque, on a pensé, puisque en fait, on a acheté la D435, ensuite la D435i et après la T265. Donc, on n'avait pas de centrale inertielle quand on avait la D435 et on s'est dit, tiens, ils viennent de sortir la D435i, qu'est-ce que ça donne en fait? Voilà. Et puis, finalement, on n'en a pas eu ce besoin-là. Et puis après, on a eu la T265. Mais en gros, avec ces deux-là, la D435 et la T265, ça fait le job, quoi. Oui, d'accord.
Voilà. Donc ensuite, j'en étais où? Oui, alors là, donc on constitue la carte. Une fois qu'on a constitué la carte, la question qui se pose, c'est comment on gère le déplacement. Alors, tout bêtement, hein, ce qu'on a fait, c'est que notre carte nous fournit en fait des structures d'obstacles. On rentre ça dans un système de nœuds qui va utiliser l'algorithme Astar, hein, un bête algorithme Astar, sur laquelle, alors c'est peut-être pas le plus adapté, mais on prend en compte la taille du robot en fait, en créant des, grosso modo, des marges de déplacement par rapport aux obstacles qui sont cumulés. Après, il y a des algorithmes complémentaires, hein, sur la partie comment dire, chemin de sortie, etc. Et donc, il calcule un chemin pour éviter les obstacles qui sont proches de lui pour les parties proches, en fait, sur une distance qui reste d'un petit rayon pour ne pas avoir prendre trop de calculs, hein, sur le déplacement dans une pièce ou dans un hangar, en fait. Voilà. Donc, à partir de là, donc, il crée un déplacement qui va éviter les obstacles, puisqu'en fait, le vrai obstacle se situe à peu près là, hein, je crois, par rapport à ici, ça doit être cette partie-là qu'on voit. Et derrière, aujourd'hui, donc, il y a un système de débugage qui est dans le robot qui permet de voir pourquoi il a pris sa décision. Donc ça, c'est un truc que j'ai fait il y a fin juin là, et qui a un site web en fait qui met sous forme de page web les décisions qu'ont pris le robot pour pouvoir regarder ce qu'il fait et pourquoi il a fait ses choix. En fait. Donc pour faire fonctionner tout ça, donc on a entendu parler des deux caméras, la T265 et la D435. Dans Youku, il y a une TX2, donc c'est plus que 4 cœurs en fait. Il y a 2 autres cœurs. Mais grosso modo, ça tourne c'est multithreadé sur les 4 cœurs. Il y a une GPU qui est intégrée parce qu'on faisait tourner YOLO sur le robot. Alors, YOLO, c'est un système qui permet d'identifier des éléments autour du robot, hein, comme une chaise, un personnage, un humain, ce genre de choses. Donc, c'était intégré dedans. En l'occurrence, c'est du C qu'on a pu réintégrer sur du C++, ce qui n'est pas une difficulté en soi, mais ça nous fournit différentes informations sur ce qui entoure en termes de sémantique, en fait, et c'est ça qui est important. Pour la partie déplacement, il y a un microcontrôleur SP32 qui a un double cœur, et il y a beaucoup de PWM dessus et de pins pour pouvoir faire des choses, même si ça reste relativement limité au bout d'un certain temps. Et pour la communication, alors au début, on a fait les tests en utilisant du Bluetooth pour faire communiquer donc le SP32 et la TX2, et aujourd'hui on est sur un I2C. On peut les connecter en UART les deux, et puis il y a des sorties vers l'extérieur. Voilà. Il y a un serveur Apache pour le débugage web, et puis ce qu'on va voir tout à l'heure, tout ce que le robot fait, en fait, il nous fournit des informations sur un moteur graphique en OpenGL, et donc tout ça c'est fait en C++. Voilà. Donc, par rapport à ce qu'on a fait par ailleurs, puisque là, c'est la partie déplacement, et qu'on était parti sur un principe d'intelligence artificielle, on a fait beaucoup de choses qui sont relatives donc, au découpage d'images, à l'identification avec du retraining, en fait, de typologie de plantes, d'identification de plantes dans des textures de type terre ou béton, ce genre de choses. Et donc, la chose sur laquelle on a travaillé pendant un moment, mais on n'est pas allé beaucoup plus loin sur la question, mais c'est de faire des cartes sémantiques, c'est-à-dire d'associer à la fois la notion d'obstacle à une notion de zone. Si on prend, par exemple, la partie donc jardin, on pourrait imaginer, dans le contexte d'une pelouse, le fait que la pelouse soit grande, donc qui correspond à un obstacle. Mais si on segmente, c'est-à-dire si sur la carte, on sait dire que les points, les pixels qu'on voit sont situés dans de la pelouse en général, alors le robot pourrait se déplacer à cet endroit-là et tondre la pelouse. Donc ça, c'est pas quelque chose sur lequel on est allé jusqu'au bout, mais ça fait partie du travail qu'on a fait. Et donc aujourd'hui, voilà, on en est là, et on travaille sur l'identification d'applications qui auraient mise en œuvre en fait avec un minimum d'énergie, parce que tout ça coûte très cher. Et on est arrivé au bout de nos budgets.
Et donc, on fait principalement autre chose aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant, à moins que vous ayez des questions avant que je vous montre la carte. Ouais, j'ai une question. Ouais. Tu es sur la Jetson TX2 avec la 435 et la T265. Oui. Moi, j'ai des problèmes au boot. Est-ce que tu as régulièrement la T265 qui n'est pas reconnue à l'amorçage du PC lorsque les deux caméras sont connectées en même temps en USB 3? Oui, alors moi j'ai repris, je n'utilise pas la librairie directement d'Intel parce qu'en fait elle pose problème. Alors elle me pose toujours problème moi à l'arrêt du processus en fait parce qu'elle ne s'arrête pas bien. Donc si jamais je plante en cours de route, je suis obligé de rebooter la machine. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaqué directement les senseurs sur les deux caméras. Et à partir de là, tu n'as pas ce problème-là, en fait. Ça ne se produit plus. Parce qu'en fait, c'est une erreur dans leur système, je crois, de gestion multitâche, des caméras toutes les deux ensemble. En fait. D'accord, donc tu ne passes pas par ROS, tu as tes propres librairies, c'est plus. Ah oui. Non, moi, non, j'ai supprimé ROS de tout ce que j'avais fait, j'en avais marre. Non, j'ai fait mes propres librairies. Et en fait, la caméra, je l'attaque directement sur les senseurs qui sont intégrés dedans. J'identifie les senseurs, ceux qui m'intéressent par rapport à ce que je veux faire. Et puis derrière, je récupère les informations directement sur les senseurs qui m'intéressent. Et là, ça ne plante pas en fait. J'ai eu beaucoup de problèmes parce que j'ai suivi, j'imagine que tu as dû suivre ce qui est sur le site NVIDIA sur la question et sur le site d'Intel. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'associer les deux et qui ont des problèmes du type de ce que tu dis. Et moi, ça ne se produit plus depuis que j'ai attaqué directement les senseurs. Mais j'ai comment dire, souffert. Je sais ce que ça veut dire. Et j'ai toujours le problème, par contre, à l'arrêt. Ça, c'est un arrêt normal, ça va. Mais si ça plante en cours de route, alors ça, je crois qu'Intel propose un hard reset au reboot, non? T'as pas? Ouais, j'ai essayé. J'ai essayé. Bon, pour l'instant, j'étais satisfait de pouvoir déjà les faire fonctionner ensemble. Ça a pris pas mal de temps. Ça m'a pris un mois et demi à peu près d'arriver à trouver une solution. Je me suis arraché les cheveux. Et par contre, je me suis dit une fois que j'avais la solution pour ça, je pouvais accepter un reboot de temps à autre quand ça s'arrêtait pas bien. Voilà. Merci pour l'info. Je t'en prie. Est-ce que vous avez entendu parler de la Jetson Xavier NX? Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Ça pourrait être un substitut à ce que tu dis, non? La TX2, c'est ça? Ouais. Elle vient de sortir, il faudra la tester, il faudrait voir. Alors, elle n'a pas un gros prix, je crois que c'est 435 €, c'est ça? Ouais. Pardon? 10 fois plus puissant que la TX2, théoriquement. Ouais, beaucoup plus, ouais. C'est l'indice qu'il donne en termes de GPU et traitement généralisé. C'est pas mal sur ROS. Enfin, moi, je travaille sur ROS, donc 10 fois plus rapide, c'est intéressant. Alors, moi, je demande à voir. Hein. Ouais, je comprends bien. Voilà. Je demande à voir. Mais oui, tout à fait, c'est pas mal. Alors après, la TX2, elle a son âge maintenant, mais c'était quand même pas mal à l'époque de pouvoir faire ça en fait. C'est super clair, c'est clair. Et est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'utiliser juste deux caméras en stéréoscopique? Moi, je suis un petit peu, comment dire? Ah, avec un orbe, avec un slam en fait. Oui. Oui. Pourquoi pas? Moi, j'ai eu des soucis, donc tu peux même en utiliser qu'une en fait. Hein. Quand on utilisait la D435, on utilisait les images en 2D et juste par le déplacement entre deux images successives, tu as le déplacement du robot. Ce que je t'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire le nuage de points que tu vois dans le bureau et puis après dans la grande salle, ça a été fait avec leur slam. Donc, c'est faisable en fait. Maintenant, la raison pour laquelle on est allé à la T265, c'est qu'en fait, c'est des fisheyes. Et les fisheyes, tu vois plein de choses tout autour, en fait. Tu as énormément de choses qui sont associées dans le calcul. Le champ de vision, c'est 163 degrés. Sur quoi? Le T265. Oui, c'est ça, ouais, c'est un voilà, grand. c'est un fisheye. Très large. Ouais. Et donc, en fait, tu as deux fisheyes. Et en fait, je pense que ça va être un Orbslam qui est dedans, avec en plus, tu vois, une correction à partir de l'UMU qui est dedans, enfin de la centrale inertielle. Et donc,
je pense que ça doit faire à peu près la même chose. Tu n'as pas à faire les recalculs de points, c'est lui qui les gère en fait. C'est-à-dire comment dire, l'écrétage des keyframes et tout ça, et des points qui sont pris dedans et le recalcul constant. Bon, voilà, c'est à voir si tu veux faire par logiciel ou si tu veux. Et tout est fait c'est fait sur la caméra elle-même. En fait, tu n'as pas besoin de monopoliser un de tes threads pour faire ce travail-là, quoi. Comment tu utilises du coup les informations de la caméra? Tu veux dire vois, quoi, par exemple, le fait d'avoir un obstacle devant toi, ouais. comment tu as cette information qu'il y a un obstacle devant toi? Via le mapping, tu l'as visuellement, mais donc tu as une notion de distance également. Bah, en fait, tu vois, regarde, ici… Quand c'est une caméra de profondeur, la D435, tu as une notion de distance avec l'obstacle, c'est ça? C'est ça. Regarde ici, en fait, je suis revenu au slide 4. Oui. Ici, moi, tu vois, en blanc, là, c'est le nuage de points de ce que j'ai récupéré de la caméra. Tu vois. Oui. Donc ici, par exemple, ça, c'est mon bureau sur lequel il y a une sorte de faux tiroir, puisque c'est de l'autre côté de mon bureau. Et donc, ici, alors, tu vois, il y a un problème de parallaxe, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui fait qu'il n'y a pas raccord. Hein. Mais le nuage de points, il faut que tu le prennes là. Et là, le nuage de points, en fait, là, ça monte, tu vois, comme ça. Oui. Et moi, je calcule, en fait, ici, la dispersion de la surface qui est là, en fait. Donc ici, cette surface-là, elle a des bouts de points qui se trouvent sur la partie du bureau et puis des points qui sont sur le sol. Donc là, j'ai une forte distance de dispersion sur cette zone-là. Et je sais qu'à cet endroit-là, j'ai un obstacle. En fait, j'ai quelque chose sur lequel mon robot peut pas rouler parce que c'est plus grand que la caractéristique type de la route de mon robot. Je crois que ce que j'ai mis, c'est des obstacles de 5 cm. Donc, c'est un calcul qui prend un peu de temps hein, quand même derrière, mais alors, il est en mode debug, je crois que ça doit prendre 200 millisecondes, ce qui est assez long pour un robot, mais en fait, ça dépend de ton objectif en fait derrière. Et de ta puissance aussi de calcul. Oui, bah là, ouais, évidemment. Mais ça fait ça sur la TX2. Hein. Oui, d'accord. Ce que je te donne comme caractéristique, c'est sur la TX2. Et donc, après, je peux adapter. Ici, en fait, c'est un float. Hein. Donc, je peux faire 10 cm, 5 cm, 20 cm, ce genre de choses. À 5 cm, ça marche très bien. Voilà. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Je sais pas. Je vais pas. Vraiment. Enfin, la question que je cherche à résoudre, c'est savoir est-ce que mon robot peut rouler à un endroit donné. Pas de savoir si j'ai un obstacle au sens, comment dire, une intersection avec un rayon ou quoi que ce soit. Quoi. Est-ce qu'il peut rouler à cet endroit? Et donc, si j'ai des points qui sont au-dessus et en dessous, j'ai une forte dispersion et donc il ne peut pas rouler à cet endroit-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, comme c'est des surfaces, c'est la dispersion. Donc, c'est une dispersion selon la normale de cette surface-là. Hein. Ça veut dire que si je suis sur un parking, par exemple, avec des, comment dire, qui est un peu vallonné, comme le parking qui est devant mon bureau, en fait, il roule quand même parce que son problématique, c'est de savoir si la pente est acceptable ou pas. Pas de savoir si tu prends un truc avec des rayons, en fait, tu pourrais peut-être pas rouler parce que tu fais des intersections avec des sortes de collines, en fait. Mais là, il va te dire, en fait, la dispersion de la surface est acceptable, c'est-à-dire si j'ai une pente qui, ça doit être, admettons, si j'ai une pente qui monte de 2 cm sur les 5 cm, alors c'est plutôt sur 10 cm, bah c'est roulable en fait. Et donc, je peux gérer les pentes aussi. Voilà. D'accord. Voilà. Donc ça répond à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je montre un peu en direct comment le truc fait? Non? Tu reconnais combien de plantes aujourd'hui? Alors ça, c'est la partie des prototypes. On en avait reconnu, puisqu'on cherchait des plantes communes, en fait. Et on a fait surtout sur des mauvaises herbes hein, qu'on avait autour de nous. Donc, on en avait, je crois, entre 30 et 50, si je ne dis pas de conneries. C'est l'ordre de grandeur, en fait. Par contre, on avait une forte dispersion comment dire, de la reconnaissance. Et on n'était pas forcément très satisfait de la typologie de reconnaissance. Alors, on était parti à la base sur se dire reconnaissons les mauvaises herbes
Désolé pour ceux que ça fait hérisser le poil. Moi, j'aurais fait l'algorithme inverse, c'est-à-dire de reconnaître plutôt les plantes qu'on veut garder et finalement de pouvoir mettre les autres dans quelque chose qui nous intéresse pas, en fait. Voilà. Et donc d'avoir quand même nos mauvaises herbes types de nos jardins en fonction des latitudes, parce que ça change en fait. C'est pas forcément les mêmes entre le sud de la France et ici. Voilà. D'autres questions avant de peut-être montrer le... Est-ce que vous prévoyez déjà dans le futur un bras robotique pour faire ce que vous avez à faire ou pas? Alors, je sais pas si tu vois là, mais grosso modo, le bras robotique, en fait, on voit pas très bien. J'aurais dû mettre en fait le schéma d'Ortucia, mais en fait ici c'est une grosse imprimante 3D qu'on a fait nous-mêmes, dans laquelle le bras qui est ici se positionne dans l'espace qui se trouve en dessous du robot, et donc en fait il sait se positionner dans un volume pas cubique, hein, c'est pas un cube, un parallélopépide, je sais pas comment on dit ça. Et donc voilà. Donc en fait, on peut viser une zone dans laquelle on agit, c'est-à-dire il y a un système qui est prévu pour pouvoir éventuellement arroser, ce genre de choses. Voilà. Et donc on a un bras en fait, mais qui n'est pas un bras, si tu veux, avec je sais pas, 5 degrés de rotation, ce genre de choses. Du coup, tu as combien de caméras en tout? Parce que tu as la D435, tu as la T265, mais pour reconnaître les plantes, tu utilises quel flux vidéo? Alors, en fait, donc c'est un projet qui est découpé dans le sens où aujourd'hui, ce qu'on s'est dit, OK, c'est ce qu'on a présenté à Vivatech. Donc, bon, là, il est comme, alors, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais comme j'ai grillé une carte samedi, si j'arrive à avoir la caméra qui tourne, peut-être comment je fais. Donc, c'est le robot que vous voyez là sur ça. Là, il est sur ses pattes. Enfin, sur ses pattes, il est sur un peu comme une tortue sur l'inverse, c'est-à-dire sur sa carapace. Je vais essayer de vous le montrer. Comment je fais sur Zoom? Est-ce que je peux revenir? Pour revenir à la caméra, comment je fais? C'est là. Nouveau partage, arrêter la vidéo. Non. Comment j'enlève le partage? Est-ce que je peux fournir remettre la caméra ou tu la reçois, Pascal, la caméra? La partie vidéo? Il faut que tu arrêtes ton partage, parce que là, pour l'instant, tu partages toujours ton écran. C'est en haut de l'écran, l'arrêt du partage. Et pourquoi moi je ne l'ai pas en haut de l'écran, l'arrêt du partage? En remontant, il y a un machin vert qui apparaît. Ouais, ça je l'ai. Ah, arrêtez, c'est ça? Non, ça arrête tout, ça, non? Vous êtes en train de partager votre écran. J'ai nouveau partage. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai, mais arrêtez la vidéo, c'est ça? C'est ça. OK. On a vu une super page Facebook, je trouve. Oui, c'est pas la mienne. Ah, là, vous me voyez. J'ai repris le partage pour arrêter son partage. Voilà. Donc, le robot, il ressemble à... Est-ce que je vais y arriver? Il ressemble à ce genre de choses. Est-ce que vous le voyez là? Non. Non. Bon, bah, c'est pas grave. Trop loin là. Ouais. Voilà, il ressemble à ça. Voilà. OK. Le machin. Alors, on a vu juste deux roues. Voilà. J'y ai presque. Voilà. Là, on le voit là. Bouge plus. Voilà, donc il y a la TX2 dedans, il y a le SP32, il y a les roues, il y a une caméra. Celle-là, on ne l'utilise pas parce qu'en fait, on utilise les deux caméras associées qu'on met dessus. Et donc ça, c'est le robot sur lequel, comment dire, on fait le travail sur la partie autonomie. Voilà. C'est encombrant tes caméras là? Pardon? Tes caméras sont encombrantes? Elles font quelle taille? Une dizaine de centimètres de largeur, 2,5 centimètres de hauteur, et puis une profondeur de à peu près 2 centimètres aussi. De toute façon, tu as les caractéristiques sur le site d'Intel, hein, ouais. tout est documenté. Et ton robot, là, il fait quelle taille à peu près? Il fait 50 cm sur 50 cm, c'est un carré, quoi.
et une hauteur de 17 cm ou 20 cm avec 25 cm avec les roues, à peu près. Et pourquoi ta carte à griller? Tu penses que c'est quoi? À cause de quoi? C'est juste un des contrôleurs, j'en ai 4, un par roue. Donc, il roulait sur 3 roues. Le PID qui calcule en fait la rotation fait n'importe quoi. Je l'ai déconnecté, mais voilà, j'ai pas eu trop de temps pour faire ça depuis ce week-end, et parce que j'ai d'autres choses que je fais en parallèle. Donc là, je pense que je vais racheter tout simplement des contrôleurs, voilà. Tout bêtement, et j'essaierai de mettre en fait une vidéo, ce que j'ai promis à Pascal, sur la base de ce que j'aurais corrigé. Voilà. D'accord. En tout cas, moi, ça m'intéresse vachement parce que je dois acheter le D435. J'avais prévu de l'acheter. Je vais peut-être m'orienter vers le D435i du coup. Moi, je suis sur le projet InMove, le robot humanoïde. D'accord. Fais gaffe, hein, YOLO n'est pas encore disponible sur MyRobot Lab. Hein. Il est je pense que je pourrais le faire. Oui, après, si tu as la main, vas-y. Mais ils sont en train de bosser sur une version là. Ça fait plus d'1 an, ils n'ont pas sorti le truc. YOLO est natif dans MyRobot Lab, mais après, il faut mettre les mains dedans pour le faire causer. Mais la vraie difficulté sur InMove, c'est la marche, là, pour l'instant, je crois. Non, mais oublie. Mais je connais une personne qui est en train de le faire, qui est en train de faire ce qu'il faut pour le faire marcher. C'est pas du projet DIY. À ce niveau-là, non, c'est des équipements industrialisés limite. Il est en train de créer ses pignons lui-même en acier. Là, c'est même les moteurs, c'est les moteurs brushless avec une réduction qu'il a mis derrière. Non, c'est complexe. Là, oui, non, c'est parti dans un autre niveau. D'accord. Il est dans celui qui a fait ça, il est dans l'assaut ou pas? S'il a renouvelé sa cotisation, je pense que oui. Il s'appelle Vincent. D'accord. Mais il est présent sur les sites Facebook de InMove Project, InMove France, tous les trucs InMove qui existent. Ok, merci. Je t'en prie. Donc, si vous voulez, je peux me connecter depuis l'autre PC et voir un peu en direct ce que ça donne, quoi. Ah bah ouais, carrément. Ouais, ok. C'est la partie carte, pas la partie robot. Vous avez vu, c'est une tortue sur sa carapace. Donc là, il faut que je me connecte à partir de l'autre PC, donc ça va prendre une vingtaine de secondes, quoi, grosso modo. Alors, je ne sais pas si tu le... Comme j'ai pas de retour, est-ce que vous voyez le... On voit une map. Voilà. Donc là, en fait, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est pas sur le robot. Donc là, on a la T265 qui est au-dessus de la D435 et en fait, elle fait le mapping de ce qu'elle trouve devant. Donc, on est sur une surface libre. Si je tourne sur le côté, j'ai des obstacles qu'on voit apparaître. On voit qu'à une certaine distance, alors, il y a des obstacles plus la problématique de précision en fait, qu'on voit apparaître. Donc, évidemment, comme vous ne voyez pas ce qui se passe, je suis obligé de vous le décrire. Je vais prendre un sac de PC. Je vais le mettre devant. Et donc là, on voit apparaître un obstacle qui est le sac de PC qui est juste devant, qui est au niveau de la position du robot, là, juste devant le robot, quoi. La position du robot, c'est là où tu as le machin bleu, c'est ça? Oui, où tu as le référentiel, en fait, et le machin vert qui est en dessous. Voilà. Et si ça ne touche pas le sol, ça reste vert? Si ça ne touche pas le sol, alors en fait, tu peux avoir des... imagine par exemple que tu es une table et que la caméra, elle voit au-dessus de la table. Dans ces cas-là, elle peut voir en fait une rupture entre la table et le sol, puisqu'on calcule la dispersion de la surface, on peut avoir en fait le sol et la table qui est au-dessus, et ça va créer un obstacle en fait. Bon, si le robot peut passer sous la table, il verra pas, évidemment, la caméra ne sera pas au-dessus, et donc là, il verra que le sol, et dans ces cas-là, le robot verra que ça peut passer, quoi. Voilà.
Pour qu'on comprenne, il nous manque vraiment un visuel, au moins même statique, d'une photo de ce qu'il voit devant lui, parce que ça nous aiderait beaucoup à comprendre. Bon, on a bien compris que les points aident énormément, mais quel est le visuel en face du robot? Si tu reprends le slide 4, en fait, il voit exactement ce que… Enfin, je vais te le remettre, si tu veux. Parce que là c'est le résultat hein, de la carte. Je vais te remettre le slide 4. Je reviens sur l'autre PC, excuse-moi Pascal. Partager l'écran. Je ne peux pas faire démarrer le partage d'écran. Les raisons, je ne sais pas. Parce que je suis sur le même. C'est bon, j'ai réactivé comme quoi tu peux couper ton propre partage. Donc là, je me remets sur la page. Là, vous voyez la page? C'est bon, on revoit ta présentation. Ok. Donc là, est-ce que je peux changer de page? Donc, ici le robot, il voit exactement ce qu'il y a là. Je comprends, mais là aussi, enfin, moi personnellement, j'aimerais mieux voir un visuel d'une photo parce que ce nuage de points, on a un peu de peine à comprendre ce que c'est dans le monde réel. C'est tout ce que je peux te proposer là à l'instant, donc je ne sais pas comment. Mais c'est un super bureau avec un tiroir, ça se voit tout de suite, non? Ah ouais. C'est mon super bureau avec mon super tiroir. Et moi, c'est un faux tiroir, parce que c'est le dernier. Je ne peux pas t'en dire beaucoup plus, en fait. C'est pas grave, c'était juste une question. Ok. Voilà, si vous avez encore des questions. C'est juste ce que tu disais. Donc, apparemment, vous êtes deux à dire que les deux caméras ensemble, ça rend incompatible avec la librairie Intel. C'est un peu embêtant quand même. Alors qu'ils se vendent sur le site justement de combiner les deux. On est bien d'accord? En fait, tu l'as vu sur quel site? Sur le site Intel, RealSense. Sur la partie T265, en disant que la D435 était complémentaire justement par rapport à ton projet, ça correspond bien à ton projet, et que, par contre, il ne parle pas du tout de ce problème. Donc, est-ce que ça a évolué entre-temps? Est-ce que tu as essayé de suivre la page pour voir si ça a réglé le problème? J'ai arrêté au mois de mars ou au mois d'avril de regarder ce qu'ils ont. D'accord. Le problème n'est pas résolu en fait. D'accord, ok. Je pense qu'il n'est pas résolu. Il a été signalé, hein? Oui, il est dans les. Oui. Si tu regardes dans les bacs. sur le suivi sur Git des problèmes, je vais faire ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait depuis. Et en fait, si tu regardes, il y a un post d'un gars, c'est lui qui m'a mis sur la voie, en fait, sur la partie d'aller attaquer la partie senseur, en fait. Ok. Fabien, c'est Christophe. Là, j'ai une question sur. En fait, c'est purement le côté industriel. D'un point de vue robustesse à l'environnement, par exemple, déjà, la première question, c'est robustesse à la poussière, parce que dans un environnement de jardin, il va y avoir des poussières qui vont se déposer. Tu as regardé à peu près ce que ça donne? Je sais pas, moi, tu mets de la poudre de cacao pour voir ce que ça donne, par exemple. À quel niveau ça commence à ne pas bien marcher? Et puis, voilà, ça c'était la première question. Non, je vais essayer. Je vais essayer. Non, si, de temps à autre, quand il y a des poussières sur la D435, ça crée des artefacts sur la partie… Tu pourrais peut-être utiliser de la WD-40. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, la WD-40 enlève les obstacles. D'accord. C'est un test avant. Ouais, je pense, ouais.
Mais Après, un, je sais, mais de un film, résistance par un rapport au vert et puis X. WD-40 dessus. Et Ouais. puis, voilà, tout de suite, Après, dessus. je sais que, je sais pas si ça marche bien si ça doit marcher sur les caméras, mais bon, il y a par exemple SICK, par exemple, ils vendent une sorte de lac qu'on met sur leur lidar et qui est antistatique, enfin, qui permet d'éviter l'accumulation de poussière. Donc, ça pourrait peut-être marcher Ça aussi. pourrait être intéressant, oui. Voilà, si jamais tu as le problème. Et, ma deuxième question, ça concerne justement la robustesse, alors pas forcément le soleil de face, quoique c'est toujours une question qui se pose quand on est en extérieur, mais tout simplement un spot vraiment qui crache bien sa lumière en face. Et ça fait quoi ça fait des artefacts, ça fait quoi comme réponse? Alors, j'ai pas essayé le spot. Par contre, si tu le veux, parmi les difficultés, c'est quand tu commences à avoir des surfaces réfléchissantes, ça fait des trucs bizarres. Typiquement, l'immeuble qu'on a là, quand on a fait les tests en extérieur, tu vois, c'est un immeuble en verre en fait. Mais c'est pas en verre parce que sinon ça tiendrait pas. Mais la surface extérieure, c'est du verre, et ça crée des artefacts cette fois-ci qui sont ailleurs dans l'espace en fait. C'est pas juste des artefacts, des trucs bizarres à cet endroit-là. Ça positionne des choses en réflexion en fait. Donc ça, c'est plutôt embêtant. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Quand tu as des variations de luminosité importantes par exemple, dans le couloir que je vous ai montré tout à l'heure, il y a un système de luminosité qui s'allume et qui s'éteint tout seul. Donc, quand le robot bouge pas, ça s'éteint, ou quand le capteur qui est en haut ne voit pas le robot, même s'il se déplace, ça s'éteint, et à partir de là, évidemment, ça se passe pas forcément très bien. Voilà. Un autre problème qui est, si vous regardez sur les vidéos alors pas de Jetson Hack, mais de quelqu'un d'autre qui fait des vidéos sur la T265. La T265, quand vous la faites vibrer un peu trop, il y a l'IMU derrière, enfin la centrale inertielle qui n'aime pas trop. Et donc à une certaine fréquence, ce genre de choses, et vous commencez à voir la position du robot qui se déplace toute seule dans l'espace. Ça, c'est pas cool. Mais bon, c'est pas un problème. C'est un glitch. Pardon? C'est un glitch. Si tu veux, ouais. Mais dans le monde réel, c'est stylé. Ouais. Après, toute la question, c'est finalement la dernière phrase que j'ai mis dans les slides, c'est qu'est-ce qui pourrait être l'application à énergie la plus faible qui permet même si tu as une absence de fiabilité sur tout ça, qui permet de fournir un service minimal. C'est un peu comme les robots logistiques aujourd'hui ou ce genre de choses, qui fournit un service à quelqu'un qui a un vrai besoin en fait. Et à partir de là, ça change tout. Ça permet de commencer à avoir des investissements sur le sujet, et ça permet surtout de commencer à faire de l'argent autour de ça et d'aller plus loin en fait. Si on reprend tout ce qui est autour de la théorie de l'innovation disruptive, elle commence jamais par des choses très chères. On s'est habitué en fait avec les grands écrans et tout ça, à se dire que c'était toujours les trucs les plus chers qui avançaient. Mais en fait, ça commence toujours par des choses qui sont peu fiables, mais qui fait un différentiel stratégique pour le client. Et donc, je pense que les deux caméras en question commencent à fournir un niveau de prix qui a un degré de fiabilité qui est peut-être suffisant. Il faut trouver ces applications-là. C'est ça qu'il faut chercher pour fournir un service que les gens n'avaient pas jusque-là, quoi. On peut associer aujourd'hui ça avec l'IA, et c'est vrai, la vraie question en fait, c'est tout à l'heure visiblement, je sais pas, le YOLO est pas intégré, je sais plus dans ce que vous avez dit là. Le YOLO, il s'intègre très bien dans une TX2 en fait. C'est très facile à faire. Il y a plein d'algos aujourd'hui sur Internet qui permet de faire de la segmentation, de faire du NLP, de faire plein de choses qui s'intègrent très bien. Et c'est pas qu'en Python, hein, vous avez des trucs en C++. Et nous, ce qu'on a fait à un moment, c'est qu'on a pris des algos qui étaient en Python et on a fait des systèmes de pipe de mémoire qui permettent de les exécuter et d'avoir des informations qui sont récupérables directement en C++ si on veut faire du C++ derrière, et d'autres systèmes de communication et des choses plus rapides, quoi. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire à partir de ça. Et c'est je sais pas, c'est un peu dommage qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement. Alors, c'est peut-être ma perception sur ces sujets-là, alors que on a l'impression quand on va peut-être en Allemagne ou ailleurs qu'il y a plus d'engouement pour la robotique, quoi. Voilà. Après, je me trompe, ça coûte trop cher aujourd'hui, hein, encore. Enfin, ça a Ouais, diminué, mais il va pas falloir attendre le moment où c'est pas cher et que tous les autres en auront fait. Je parle des Chinois
et les Américains pour que nous, on se réveille et qu'on se dise voilà, on a raté le coche encore, comme d'habitude. Désolé. Hein. Non, mais c'est vrai. Voilà. La carte Nvidia qui est sortie récemment, c'était accessible d'abord aux États-Unis et ensuite à la France en mode Sioux au départ. Hein. Donc, oui, mais je pense pas qu'il y a Enfin, je veux dire, si on prend la caméra, la D435, au début, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté en même temps. Il y avait une vraie... C'était difficile à avoir. Et puis après, ça a été très facile à avoir. C'était une question de quelques mois. C'est juste une question de gestion, à mon avis, de logistique derrière. Et en fait, c'est accessible aussi bien pour nous que pour les autres. Mais je pense qu'on ne voit pas beaucoup de gens qui ont envie d'investir dessus. C'est très cher, peut-être, mais peut-être l'État, j'en sais rien. C'est pas le but aujourd'hui, en tout cas. Moi, c'est pas ma perception. Vous avez peut-être une perception différente. J'aimerais bien l'entendre, parce qu'auquel cas, je suis candidat pour aller, travailler. Tu as raison. Après, aujourd'hui, tu t'autofinances, on est d'accord. Je m'autofinance plus, en fait. Voilà, donc maintenant je fais autre chose. Je travaille sur un système de sécurité informatique qui inclut l'IA et ça rapporte beaucoup plus d'argent parce qu'il y a des clients en France, des clients en Belgique, des clients au Luxembourg, parce que le Covid a créé des besoins qui sont relatifs au télétravail et tous les gens sont en train de se poser la question de comment ils vont faire face à la cyber-menace. Voilà. Et donc ça rapporte beaucoup plus aujourd'hui. Mais c'est pas ce qu'il va faire demain, c'est du aujourd'hui, ça, en fait. Oui. Voilà. Et donc, je sais pas, comme d'habitude en France, soi-disant on a des idées, on n'a pas de pétrole, mais je sais pas ce qu'on fait des idées qu'on a. Voilà. Alors qu'on a beaucoup d'ingénieurs de très grande qualité et qui sont pris. Enfin, à un moment, j'ai suivi une formation à Berkeley et en fait, on trouve beaucoup de Français là-bas, partout aux États-Unis. Et donc, c'est une formation de très bonne qualité qui est utilisée par d'autres, en fait, globalement. Voilà. Dans ma promotion, dans mon option, on était une douzaine. Il ne reste plus, je crois, que 4 personnes en France. Hein. Donc, voilà. C'est QFD. Bon, voilà. Merci Fabien pour cette présentation. Merci à tous. Et puis, merci. On va pouvoir passer à la suite, à moins qu'il y ait encore des questions. Non, c'est bon. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, on t'entend. Je me présente, je m'appelle Léonard, je suis venu d'une invitation par mail des apérobots de Toulouse. Ah ok, salut. Voilà. Et moi, je suis juste pour me présenter vite fait, je suis alternant en robotique dans une entreprise de naval. Et c'était au niveau des applications du robot présenté précédemment. C'est parce que, au niveau des investissements, je sais que dans mon entreprise, on est capable d'acheter des plateformes mobiles à 50K à des startups. Et après, ça reste des produits qui sont adressés à des grosses industries. Après, je ne sais pas, ce produit-là, à quelle industrie peut être adressé en fait. Allô ? Oui, tu es toujours là. Oui, je suis toujours là. Après, la question, c'est pas forcément. Si on regarde sur le marché aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui font des prototypes de robotique à 50K et qui fournissent différents types de services, même beaucoup plus que 50K. La question, c'est comment à un moment des investisseurs, je ne parle pas forcément de Naval Group parce qu'ils ont des objectifs qui sont reliés à des éléments stratégiques français, mais la question c'est aujourd'hui quand on se présente à des investisseurs en France, la robotique, c'est mon impression en tous les cas en allant dans différents salons, ça n'a pas l'air d'être le sujet le plus intéressant. On s'intéresse beaucoup au chatbot, on s'intéresse beaucoup à l'IA juridique, l'IA dans la sécurité. Ça, on trouve des investisseurs. C'est beaucoup mais un peu comme si on écoute Peter Thiel ou si on écoute, je sais pas moi, des choses qui sont relatives à ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a assez peu d'investissement dans la partie matérielle, c'est-à-dire l'actuation dans le réel en quelque sorte d'une action informatique. C'est beaucoup plus facile de faire un site web, de collecter des données, de faire de l'IA. Ça coûte. Enfin,
il y a un bénéfice assez rapide dans les entreprises, c'est de l'informatique de gestion la plupart du temps, sur marketing, ce genre de choses, et on trouve facilement de l'argent parce qu'il y a un débouché direct en fait. Et c'est vrai, dans la robotique, ce que disait Christophe quand on a discuté au téléphone, bon, c'est toujours le problème de, comment dire, le dernier pas qui fait que ça merde toujours au mauvais moment, au mauvais endroit, et qu'il faut toujours avoir un support un peu humain pour sortir de certaines situations qu'on ne voudrait pas qu'elles se produisent. Mais si on reprend ce que dit Peter Thiel concernant les investissements dans l'IA, ce qu'il a mis en place, c'est quelque chose qui associe l'humain et l'IA. C'est des applications qui ont été mises en œuvre pour le FBI, la CIA, ce genre de choses, et d'autres systèmes de sécurité. Il y a peut-être toute la question est de savoir quelle est l'application sur laquelle juste un petit peu plus, je veux dire, un peu d'autonomie va donner le différentiel stratégique qui va permettre de résoudre un problème. Je vais prendre un exemple. Quand il y avait encore des salons en octobre, novembre, là, il y avait Millipol. Et chez Millipol, il y a des robots démineurs. Et les robots démineurs, ils sont souvent dans des parkings. Et dans les parkings, en fait, comment dire, la transmission des signaux ne se fait pas forcément très bien. Et par moment, le robot perce son signal. Et donc, si on ajoute un peu d'autonomie dans ce contexte-là, on peut permettre au robot, à partir de la cartographie qu'il a effectuée avant, de se repositionner sur une zone où il a un signal. Ça, c'est un petit peu de... Enfin, ça va coûter un peu d'argent, mais ça met un bout d'autonomie qui permet de financer, sur peut-être plusieurs circonstances, permet de financer une application concrète qui rapporte un peu d'argent. Voilà. Merci pour la réponse. Après la robotique, pour l'instant, à haut niveau, ça reste des placements à haut risque au niveau des investissements des entreprises. Après, moi, je vois à Toulouse, on a quand même quelques fleurons comme Nayo ou Green Culture, par exemple, comme là, c'était à la base pour de l'horticulture. Ouais, mais après, oui, c'est... Montpellier, ouais. Oui, Nayo, maintenant, ils sont à Montpellier. À la base, ils étaient développés... ils sortaient d'école d'ingénieurs, c'est pour ça à Toulouse, à la base. Mais oui, ça reste des placements à haut risque. On voit que toutes les entreprises ont pour l'instant foiré, comme Baxter ou même les petits robots comme Cosmo, où le modèle économique n'est pas encore prouvé entre robotique de haut niveau et application directe et indirecte, comme avec Boston Dynamics qui s'est fait revendre parce qu'il n'y avait pas d'application directe. Mais je pense que soit il faut se tourner vers des applications gros industrielles, soit il faut se retourner vers de la robotique à bas niveau. Là, moi, j'ai un ami à Montauban qui bosse dans une entreprise. Ils ont redéveloppé leur propre plateforme mobile parce que 50K, ils peuvent pas se le permettre dans des pays comme la Pologne de mettre des bases mobiles. Donc, ils ont préféré faire avec des roues d'overboard un robot à 3 000 € pour pouvoir avoir un ROI en fait qui est plus rapide. Peut-être se concentrer sur des technologies à bas niveau sans intelligence artificielle très évoluée pour obtenir des financements. C'est ce que font beaucoup d'entreprises aujourd'hui en fait. La question c'est, après moi c'est ma question à moi. Chacun a son point de vue sur la question. Je pense qu'aujourd'hui, et on le voit dans certaines conférences, pour pouvoir, il y a eu cette conférence, je me souviens plus sur quelle conf c'est sorti, mais cette vidéo où on voit un robot qui sert comment dire, une bouteille de coca, je crois, et ça fait le truc, ouais, c'est génial, géant et tout ça. Et en fait, le truc de l'histoire, c'est que derrière, c'est un type qui télécommande le robot et qui fait ça. Et la conclusion du présentateur, c'est de dire, aujourd'hui, on a fait plein de choses concernant les robots, ils sont très agiles, ils font plein de choses et tout ça, mais finalement, on n'a pas résolu le problème qui est la prise de décision, tout simplement pour pouvoir fournir un service, quoi. Et là, moi, ce que je pense, c'est où sont les éléments qui vont rajouter un peu de technologie qui feront la différence et sur lesquels on peut investir, en fait, et passer aux étapes suivantes sur ce qui est l'IA.
pour avoir une forme de décision qui est suffisamment peu complexe et suffisamment complexe en même temps pour qu'il y ait une valeur ajoutée différentielle par rapport à la robotique habituelle à 3 000 € et comment dire, et qui crée un nouveau marché. Je pense qu'il y a d'autres gens que nous qui sont en train de se poser cette question-là aujourd'hui. J'espère qu'ils vont réussir. C'est un peu ce que cherche à faire Spot Mini en ayant des applications sur des chantiers ou ce genre de choses. Mais si on prend par exemple la partie autonomie qui s'effectue sur des bouts de parcours, on est sur quelque chose qui n'est pas complètement fiable, mais qui résout une partie de la problématique et qui permet des réinvestissements en fait. Parce qu'en parlant de choses plus simples, j'ai un truc qui m'amuse un peu en ce moment. En Californie, ils ont ouvert un restaurant où c'est un robot qui fait des burgers. Mais c'est pas un robot, c'est plus une ligne automatisée. Ça s'appelle Creator. Et en fait, là, la valeur ajoutée du robot, c'est que ça permet de changer le modèle économique du restaurant. En fait, en diminuant la taille de la cuisine, ça fait plus que 5 mètres carrés. Et en embauchant plus des cuisiniers, mais en se tournant plus vers le service. Le service est toujours fait par des personnes. Ouais. Ça permet en fait d'avoir des burgers qui sont à $6 en plein Californie, qui sont des burgers gourmets. Donc en fait, on va changer le modèle économique grâce à la robotique, mais ça reste de la robotique de bas niveau. Et c'est pour ça que les gens investissent. Ok, je vais couper court parce qu'après il y a les jeunes de la DTRE qui veulent présenter leur projet. Alors je sais pas s'ils sont là. Est-ce que les jeunes ils sont connectés? Ici on est là. Ok, super. On était là depuis le début. Ok, génial. On est plus nombreux que vous le pensez, hein. Ah bah voilà, ça y est. On est dans le fond, on se cachait. Ok. Donc mais on écoutait tout, hein. Ok. Donc Fabien, reviens. Je reviens, je ferme l'autre derrière. Ok, d'accord. Ok, tu nous entends. Ok, nickel. Écoute, Fabien, je te remercie en tout cas pour l'intervention. Ça fut très instructif pour pas mal d'entre nous. Voilà. Bon, après, pour le suite des événements ou autres, après, il y a vous pouvez communiquer avec nous sur Facebook, sur le groupe AP Robot et Caliban par la suite. On pourra continuer à échanger, il n'y a aucun souci. Voilà. Je te remercie, Fabien. Merci à tous. Merci.